Il y a une croyance qui piège la plupart des entrepreneurs et les empêche de croître. Ils restent bloqués. Et quand j'ai commencé, j'ai fait les mêmes erreurs que tout le monde. Je pensais donc que personne ne pouvait faire croître ma boîte comme moi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Personne ne peut le faire comme moi. Ne laissez personne d'autre gérer l'argent. N'externalisez jamais les ventes, le marketing ou le reste. On me conseillait. Intéressant, car ils étaient plus avancés en business. Je pensais qu'ils avaient raison, mais c'était de simples patrons bornés. Et c'est seulement en brisant cette croyance ou ce système de pensée que j'ai pu bâtir de vraies entreprises qui rapportent même si je ne participe pas aux gains. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 étapes pour atteindre vos objectifs financiers en bâtissant une entreprise qui tourne sans vous, ou plutôt qui crée de la valeur sans votre présence. C'est l'idée centrale. Si une entreprise a besoin de vous, ce n'en est pas une. Techniquement, tout ce qui génère du profit avec une SARL est une entreprise. Mais pour l'immense majorité des gens qui lancent une affaire, l'intention est la liberté. Et puis, ce qui finit par arriver, c'est que vous créez plus de passifs, plus de dépendance, vous perdez vos options, vous perdez votre liberté, et vous avez un job que vous ne pouvez pas quitter. C'est dur. Ce qui est intéressant, c'est de transformer cette chose en une armure d'Iron Man qui améliore vos capacités, tout en nécessitant que vous la pilotiez. Pas comme les nouvelles armures d'Iron Man qui n'ont plus besoin de pilote. N'entrons pas là-dedans. Les entreprises n'ont aucune valeur sans vous. D'accord? Et si vous pouvez améliorer l'armure d'Iron Man pour qu'elle puisse fonctionner et aller combattre les méchants ou faire du profit sans vous, alors elle devient intrinsèquement précieuse pour tous. Et quand une chose passe de précieuse pour vous à précieuse pour tous, ça veut dire que d'autres voudront l'acheter. Si d'autres veulent l'acheter, ça possède alors une valeur et un prix intrinsèque. Laissez-moi donc vous donner un calcul simple ici. Prenez 2 entreprises, la première fait, avec des chiffres simples. Vous pouvez enlever des zéros si ça vous pique les yeux d'en voir trop. Disons que vous avez une boîte à 10 millions de dollars ici et une autre là. Donc 10 et 10. Laquelle voulez-vous? Eh bien, il vous faut plus d'infos, non? Bien sûr. Maintenant, disons que les deux font 10 millions de chiffre d'affaires, 2 millions de bénéfices avec 8 millions de frais. Maintenant, laquelle voulez-vous? Il vous faut encore plus d'informations, évidemment. Maintenant, disons que parmi ces boîtes à 10 millions de chiffre d'affaires et 2 millions de bénéfices, celle-ci, le proprio bosse 80 heures par semaine, il travaille tous les jours et il est obligé de bosser, ce qui est différent de choisir de bosser, soit dit en passant, mais je n'entrerai pas là-dedans pour l'instant. La deuxième boîte, le proprio n'est jamais là et la possède juste comme on posséderait une action en bourse. Maintenant, réfléchissez à lequel de ces propriétaires est le plus riche. Au premier abord, on se dirait « Oh, ils ont le même chiffre d'affaires et le même bénéfice ». Mais la différence est en fait très flagrante. Alors laissez-moi vous expliquer. Alors ce gars, le premier, Fred, un entrepreneur très frustré, il gagne 2 millions de dollars par an, puis il paye ses 50% d'impôts et il lui reste 1 million. Ensuite, il a ses frais de subsistance, peu importe, peut-être une famille, d'accord, il lui reste 500 000 de côté. Donc, il s'enrichit d'environ 500 000 dollars par an en termes de valeur nette. C'est très lent pour accumuler du cash. Ne vous méprenez pas, 500 000 dollars, c'est beaucoup. Mais je parle de la vision globale. Maintenant, disons Fred le frustré et l'autre William le riche. Ça fait très chic. Ce gars a donc toute une équipe qui gère l'entreprise au quotidien sans lui, et donc il la possède simplement comme on possède des actions papier d'une société. Et son entreprise se négocie actuellement à 6 fois le profit, ce qui signifie que quelqu'un serait prêt à lui faire un chèque de 6 fois 2 millions de dollars, soit 12 millions de dollars. Entre ces deux gars, celui-ci ajoute 500 000 dollars à sa valeur nette par an. Ce gars-là a une entreprise qui vaut 12 millions de dollars. Ce gars est bien plus riche. Mais regardez bien ça. Supposons que ces deux gars fassent gagner 500 000 dollars de profit annuel en plus à l'entreprise. On passe ainsi de 2 millions à 2 millions et demi de bénéfices. C'est précisément ce qui se passe ici. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Ce gars, après avoir gagné ses 500 000 de plus, paie 50% d'impôts et ses 250 000 dollars lui reviennent directement. Il passe donc de 500 à 250 000 en poche. Il ne change pas son mode de vie. D'accord? Donc, tout l'argent supplémentaire, il l'économise simplement. Il commence donc à mettre 750 000 dollars de côté par an. D'accord, après impôt, c'est propre. Ce gars, sur les 500 000 dollars qui rentrent après impôt, il obtient un multiple de 6. Et donc, il ajoute en fait 3 millions de dollars de plus à sa valeur nette. Ces 12 millions deviennent donc 15 millions. Et c'est ça, le jeu de la richesse. C'est comme ça qu'on devient riche. C'est très très inefficace de s'enrichir avec un revenu régulier parce qu'il est taxé à l'extrême. Vous n'obtenez pas 10 ans de travail. Vous obtenez 1 an divisé par 2 après impôt. La différence est donc de 20 fois entre une entreprise de valeur qui peut se vendre 10 fois son prix et une autre qui ne le peut pas. Maintenant, j'espère vous avoir un peu convaincu de l'intérêt de la chose. Voyons maintenant les étapes pour y parvenir concrètement.
La première étape pour passer de Fred le frustré à William le riche est de faire un auto-inventaire. Ce que cela signifie, c'est que vous listez tout ce que vous faites, absolument tout. D'accord? Et ensuite, vous transformez chacun de ces éléments de votre liste en quelque chose que quelqu'un d'autre peut faire. Et vous devez être aussi précis que possible. C'est ainsi que vous sortez du quotidien sans casser la machine. Et je dirais que l'étape d'avant, si vous ne savez même pas ce que vous faites, c'est de faire une étude de temps. Une étude de temps, c'est très simple. Pas besoin de technologie sophistiquée pour ça. Prenez juste une feuille Excel et notez les heures d'un côté toutes les 15 minutes. Et vous mettez simplement un minuteur. Vous lancez votre minuteur et toutes les 15 minutes, notez ce que vous faites. C'est très simple. Ça semble dur, mais c'est juste un mot à noter toutes les 15 minutes. Ce qui est fou, c'est que ce sera la semaine la plus productive de votre vie. Chaque fois que je fais une étude de temps, je me dis que je devrais faire ça chaque semaine. Et je ne le fais pas. Mais vous serez certainement très productif parce que vous allez vous prouver que vous l'êtes. C'est ce qui va se passer. Vous pouvez d'ailleurs faire cela avec votre équipe. Si vous craignez un risque d'homme clé car cette personne est vitale pour la boîte, je dois moins dépendre de cette personne. Suivez ce processus et faites votre étude de temps. Ensuite, vous obtenez la liste des choses. Génial. Maintenant, nous avons cette liste et nous pouvons la décomposer en éléments. C'est le genre de liste de tout, n'est-ce pas? Et ce que nous souhaitons accomplir, c'est de commencer à créer de petits processus ou à positionner des personnes. C'est donc soit un projet, un processus ou une personne qui va remplir chacun de ces petits créneaux. Vous avez la liste des choses ainsi que les personnes, processus ou projets. D'accord? Un projet est donc une chose ponctuelle qui crée parfois un processus. Soit quelqu'un fait cela en continu et vous avez sûrement des membres sous-utilisés dans votre équipe. Pour certains créneaux, confiez-les à Angela ou Tommy. Placez-les. Vous aurez vos rouges, jaunes et verts. Mon vert, je peux le donner à quelqu'un. Je vais voir l'équipe pour les former. Ils s'en occupent. Mon jaune, c'est qu'il y a un projet ou un processus ponctuel à mettre en place, mais je peux le faire et je sais comment. Le rouge, c'est quand c'est quelque chose que je ne sais pas faire ou qu'il me manque une personne dont j'ai besoin. Je résous ça du vert au rouge car les verts, on s'en débarrasse vite. Les jaunes, c'est le niveau suivant à faire avec un peu plus de temps. Et les rouges, une fois finis les autres, je peux avancer. La façon de réfléchir à cela, en plus de cette liste, c'est se dire « voici ce que je fais ». Il y a aussi les décisions que vous prenez, n'est-ce pas? Et donc, quand vient le temps de documenter, on veut commencer à dire « si ceci, alors cela », ce sont des règles de conduite. Ce sont des arbres de décision pour des scénarios courants. Et je vais vous donner un exemple. Prestige Labs fut ma première marque de produits physiques, une boîte de compléments. Et je me souviens que le support disait qu'il était dur d'intégrer de nouvelles personnes. Et bien sûr, j'ai un peu perdu mon... J'étais moins patient qu'aujourd'hui et moins poli. Et je me disais à quel point ça peut être difficile. Changer d'adresse, de carte, de parfum et de facturation. Je disais annuler, rembourser. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pas vrai? Et quand j'ai dit ça comme ça, Léla m'a contacté et m'a dit « Ne sois pas impoli avec les gens. Ils essaient et tu gâches tout. Ne fais pas ça. Je raconte ça car c'est ce qui s'est passé. En gros, c'est juste si ceci. » Alors, si quelqu'un souhaite modifier sa carte ou son parfum, voici précisément comment procéder pour effectuer ces changements. Je passe ma facturation en bimestriel. Voici la marche à suivre. C'est juste, si ceci, alors cela. Plus les rôles sont complexes, plus le scénario est unique, plus le travail est reproductible, plus vous avez de personnes dans un département ou une fonction spécifique, plus les questions deviennent généralement standardisées. D'accord. Et donc une fois qu'on a ça, on peut se dire, d'accord, il y a toutes ces questions qui arrivent. Certaines de ces questions nécessitent une approbation. D'accord, quelqu'un passe une mauvaise nuit dans notre hôtel, combien d'argent je lui offre normalement en crédit, ou est-ce que je lui donne une carte cadeau pour notre restaurant ou quelque chose comme ça? Eh bien, nous décidons qu'en dessous de 500 $ ou 1000 $, 10 000 $. Cela dépend de la taille de votre entreprise. Sous 100 000 $, cette personne peut agir seule sans votre supervision. Bien sûr, vous gardez les finances et en fin de mois, si un souci apparaît, vous pouvez vérifier. En dessous de ce seuil, c'est là que des tableaux de bord et indicateurs clairs sur ces points sont essentiels. Aide, car si on débloque un arbre de décision, on veut aussi s'assurer que cela débloque une certaine valeur. Alors, je vais vous donner un cadre très puissant pour parler à n'importe qui dans l'entreprise. Vous pouvez dire comment vous et votre rôle faites-vous gagner de l'argent à la société. Ça a l'air d'être une question très simple. Les gens devraient savoir comment l'entreprise fonctionne, surtout par rapport à leur travail. Si vous demandez ça à votre équipe aujourd'hui, beaucoup n'auront pas la réponse et ça va vous effrayer. Mais fondamentalement, certains sont faciles. Les ventes, les gens arrivent et je les amène à nous donner de l'argent et s'ils nous donnent de l'argent, on gagne plus d'argent. Pas vrai? C'est logique, beau travail. D'accord, mais il y a ensuite des rôles auxiliaires. Comme que dit la finance, que dit la tech, que dit le média?
Que dit le marketing? Bien sûr, le marketing est quelque chose qui génère de l'argent. Mais vous ne faites pas de marketing. Que faites-vous? Je tiens la caméra. D'accord? Alors de quelle manière nous rapportez-vous de l'argent? Pas la fonction marketing. C'est là que ça devient plus intéressant. Si j'avais ce caméraman et qu'il ou elle, bon, doucement, il ou elle tient la caméra, je dis d'accord. Que produit un mauvais travail de caméra? Eh bien, un mauvais travail de caméra serait une perte de temps, n'est-ce pas, pour toute l'équipe. Deuxièmement, le média serait moins performant car il serait décentré ou, vous savez, ça serait juste. L'éclairage serait mauvais, peu importe, non? En plus de ça, on gâcherait les séquences. On aurait probablement du matériel qui serait mal adapté. On ne sauvegarderait pas ce qu'on aurait filmé. Tout cela représente d'énormes centres de coûts. On peut donc transformer chacune de ces erreurs potentielles en objectifs à atteindre. Quel pourcentage du temps tout a été sauvegardé correctement? Est-ce que c'était bien nommé dans le système? Sauvegardé sur le bon disque? Horodaté de façon appropriée? L'éclairage et la caméra étaient bien réglés et c'était à l'heure pour démarrer à l'heure prévue. Si c'est tout le temps, tu nous rapportes de l'argent et voici comment. Et je pense que quand ils voient le lien entre leur travail et l'argent que gagne la boîte, ça donne du sens à leur impact. Les gens disent « j'aimerais avoir plus d'impact ». Si vous avez un job dans une boîte, vous avez un impact. Vous ne savez probablement juste pas quel est cet impact. Alors décider et expliquer ça à quelqu'un est un grand pas en avant car ils voient la valeur de leur rôle dans le travail global. Bon, avant d'avoir ça, parce qu'on cherche à se faire remplacer ici, on a notre tableau de bord, nos indicateurs clés. Disons que vous étiez le caméraman, d'accord? L'étape suivante est d'avoir un test pour valider la personne. Est-ce que quelqu'un à 80% aussi bon que vous peut obtenir 100% du résultat? Et la leçon clé que j'ai apprise, c'est une croyance que j'ai dû briser, c'était que, premièrement, personne ne pourra jamais le faire aussi bien que vous. C'est faux. Personne ne pourra le faire aussi bien que vous, avec, vous savez, un dixième du travail, avec un dixième de la pratique ou des répétitions. Mais tout humain est remplaçable, à mon avis. Et on le sait car les humains ont remplacé tous les humains depuis la nuit des temps. Mais on sait que sur un horizon plus court, s'ils apprenaient seulement ce que vous avez appris de la bonne façon, sans faire toutes les mauvaises erreurs, ils pourraient être à 50% aussi bons que vous dès le départ. Et donc, une croyance que j'aimerais changer pour vous, je vais vous en donner deux. La première est, si je peux le faire correctement avec une partie de mon temps, quelqu'un d'autre peut le faire mieux avec tout son temps. Très vite, regardez ça. Si vous n'êtes pas sûr de l'avantage concurrentiel stratégique sur lequel vous devriez miser, j'aimerais vous inviter à l'un de nos ateliers de mise à l'échelle ici, à Las Vegas, à notre siège. Mon équipe travaillera avec vous là-dessus. Mais avant cela, vous pouvez télécharger notre feuille de route gratuite pour une croissance à 100 millions de dollars, où vous pouvez entrer vos infos et elle vous indiquera votre étape actuelle dans le processus de croissance. Pour progresser, réservez un appel avec mon équipe après le téléchargement. C'est gratuit, on vous attend. D'accord? Voici la deuxième croyance dont je viens de me souvenir. C'est que vous pouvez travailler plus que n'importe qui dans votre entreprise. Mais vous ne pourrez pas travailler plus que tout le monde. J'ai mis trop de temps à le comprendre. Je continuais. Vous voyez, je suis fier de mon travail. Je peux travailler plus que tout le monde. Et plus j'ai mis de temps à le réaliser, plus cela a limité ma capacité à croître. Je pourrais abattre une montagne de travail, mais je ne peux pas faire l'Everest. Cela nécessite plus de mains et plus de pelles, ce qui nous amène au numéro 2. Vous devez donc commencer à échanger l'exécution contre la gestion et le leadership. Voici le calcul simple derrière tout ça. Il y a un calcul réel ici, disons que vous échangez 200 heures par mois, ce qui représente environ 50 heures de travail par semaine, alors que vous n'en passiez que 20 en gestion. Alors maintenant, vous allez passer de 50 heures à 5. Vous avez donc une amélioration de l'effet de levier par 10 et vous vous remplacez à nouveau en embauchant un manager la fois suivante. Puis vous échangez ces 4 heures contre une seule heure, n'est-ce pas? C'est ainsi que l'effet de levier se produit par le travail. Vous devez transformer votre effort en une organisation qui produit sans vous. Exact. Et donc les employés ou l'IA à l'avenir, n'est-ce pas, créent une entreprise pleinement opérationnelle qui peut continuer à croître. Et c'est un peu mon test décisif. La base est de savoir si tout s'effondre sans moi. Pour beaucoup d'entre vous, si vous en arrivez là, vous aimeriez votre entreprise 10 fois plus. Je peux partir un mois et revenir sans que tout ait brûlé, heureusement. Mais le plus intéressant, c'est quand vous revenez après un mois et que la situation s'est améliorée. C'est ce genre d'entreprise que les gens achètent, car elle agit comme une rente en forte croissance pour un investisseur, ce qui lui donne un multiple élevé et justifie un prix très important. Voyons donc à quoi cela ressemble concrètement. Il y a en quelque sorte 3 étapes. D'abord, la formation par observation. C'est là qu'ils vous regardent faire. Ensuite, vous les supervisez pendant qu'ils le font. Ils le font donc devant vous. Vous le faites devant eux, ils le font devant vous. Ensuite, soutenez simplement leur indépendance. Restez disponible sans être impliqué.
Je reste pleinement disponible. Contactez-moi au moindre besoin. Au début, ils sollicitent plus d'appels ponctuels, de conseils et d'aide. Puis, avec le temps, si vous avez un employé compétent, ces décisions leur reviennent automatiquement, n'est-ce pas? Et c'est là que le transfert complet a lieu. Ils s'en occupent totalement. Et encore une fois, au début, ça me va si c'est bien à 80%, voire 60%. Tant que je vois une voie claire vers leur progression. Et je vais vous donner un petit conseil de pro. Avant, j'évaluais les employés sur la qualité de leur début. Aujourd'hui, je les évalue sur leur vitesse de progression. Parce que si vous regardez deux employés, disons que l'un commence ici et l'autre là. Si celui-là stagne et que l'autre progresse ainsi, je sais qu'en 3 ou 6 mois, il va le dépasser. Mais alors, que se passe-t-il? 6 mois plus tard, n'est-ce pas? Parfois, ça vaut le coup de prendre quelqu'un de moins expérimenté ou avec moins de compétences innées, parce qu'ils n'ont pas eu autant de temps, car ils sont capables d'apprendre plus vite. Et donc, je mesure l'intelligence par la vitesse d'apprentissage. Et je préfère donc un employé plus intelligent qui apprend vite qu'un employé expérimenté qui apprend lentement. C'est juste quelque chose que j'ai appris. Ça dépend du rôle, évidemment, mais ma vision du talent a énormément évolué. Maintenant, le but ici est de passer de l'exécution du travail. C'est la vision globale du deuxième point. Passer de l'exécution à la gestion des personnes. D'accord? On se concentre sur le recrutement de talents d'élite, pas sur leur travail. On se focalise sur l'entreprise, la stratégie, les priorités, pas sur la tactique de ce qu'il faut faire après ou aujourd'hui. Votre travail devient alors d'attirer les talents et d'aligner les motivations. Le test ultime pour vous est, pouvez-vous partir 3 mois et voir l'entreprise croître quand même? C'est le plus simple, surtout pour les commerces physiques. C'est super important. Si vous avez un commerce, beaucoup d'entre vous veulent ouvrir un deuxième point de vente, puis un troisième. C'est le test décisif le plus simple. Si vous pouvez le laisser tourner sans que votre téléphone ne sonne, et je vous dirai comment faire dans un instant. J'appelle ça le test du téléphone. Je vous en parlerai plus tard. Mais 3 mois plus tard, c'est plus grand. Génial. C'est pareil. On doit trouver un moyen de le faire croître. Sauf sur un marché saturé, bien sûr. Mais la plupart des entreprises peuvent s'améliorer et croître année après année. Si vous avez une bonne affaire et qu'elle stagne, c'est que vous y apportez encore une part de magie. Dès que l'œil de Sauron se détourne, si ça stagne, ça risque de chuter. Soudain, vous avez 2 fois plus de risques, de dettes, de frais et moitié moins de talent car il est dispersé. Et maintenant, vous avez plus de risques et moins de profits. C'est mauvais, c'est crucial. Vous vous dites, ça n'arrivera jamais. C'est ça, non? Beaucoup devraient éviter d'ouvrir un second site trop tôt. L'expansion excessive cause souvent la faillite. Alors vous vous demandez, comment trouver ces talents d'élite? Pas vrai? On veut chercher des gens qui décrivent leur rôle avec des indicateurs et le plus de détails possible. D'accord? Je peux mesurer la compétence de quelqu'un par la qualité et la quantité d'indicateurs qu'il suit. Et je vais vous donner un excellent exemple de cela. La première fois que j'ai recruté une excellente DRH, et j'en ai eu beaucoup, mais la première fois que j'en ai eu une bonne, elle m'a posé des questions en entretien. Elle m'a demandé « Quel est votre coût d'acquisition de talent ?» Et j'ai répondu « Je ne sais pas. » C'est une bonne question. Je devrais le savoir. Elle a dit « Quel est votre délai de recrutement ?» Et je me suis dit « Waouh, je n'y avais pas vraiment réfléchi. » Elle a dit « Quel est votre taux d'adéquation mutuelle à 90 jours où employés et managers disent que c'est parfait ?» Et j'étais là, je ne sais pas. Alors, elle commence à me donner tous ces différents indicateurs pour le côté recrutement dont je n'avais aucune idée. J'étais un peu dans le monde du marketing Internet, du genre « Oh, si j'ai un faible taux de remboursement, alors mon produit est bon. » C'est un peu ce que j'avais côté talent où je me disais « Oh, ce qui, au passage, n'est pas comme ça qu'on sait si on a un bon produit. » Juste pour info, j'en étais au côté talent du genre. Je veux dire, on n'a pas eu de procès récemment. Bah oui. Tu crois? C'est pas l'idéal pour évaluer notre culture, notre équipe ou notre gestion des talents. Et donc, encore une fois, la qualité et la quantité des indicateurs. Or, cette professionnelle DRH experte en redressement en connaissait tous les indicateurs. Évidemment, j'ai tout appris d'elle et ensuite, je l'ai jetée. Je plaisante. J'applique ces compétences acquises. Je cherche des mentors car c'est passionnant. C'est comme payer quelqu'un pour son expertise supérieure. Va faire ça ici. Quand on débute, par contre, c'est dur de se payer ces gens parce qu'ils ne veulent pas travailler pour vous ou vous ne pouvez pas les payer, ou les deux. Pas vrai? Voici quelques règles de base qu'il m'a fallu du temps à comprendre. Premièrement, passez plus d'entretiens que vous ne le pensez. Je sais que c'est coûteux pour un chef d'entreprise, donc on veut les enchaîner. Je recommande vivement les entretiens de groupe, même assez haut. Dès le niveau directeur, c'est dur, mais pour l'opérationnel ou les managers, les entretiens de groupe font gagner du temps et on cerne vite les profils. Et donc l'idée ici, c'est que je vais vous raconter une histoire. Pour Skool, ça m'a fait passer des entretiens à 600 développeurs. Nous avons dû évaluer plus de 600 développeurs.
afin de finalement trouver notre cofondateur, Daniel, qui occupe le poste de directeur technique. 6 scènes. Alors pensez à 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Donc c'est juste moi qui énumère des chiffres et on a l'impression que c'est long. Maintenant, imaginez que chacun d'eux représentait une conversation de 30 à 60 minutes. Et puis imaginez que c'est sur plus d'un an de ces conversations. C'est brutal. Mais quand on fait ça, ce qui se passe, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de nuances sur qui est bon et qui ne l'est pas. Quand on parle à 10 personnes qui disent être directeur commercial, on aura une bien meilleure idée de qui est vraiment sérieux que si on n'en voit qu'une. Quand on parle à sa 50e personne, on sait déjà qui assure. Et donc ce qui se passe, c'est que ça commence à affiner votre flair. Parce que fondamentalement, la raison pour laquelle je pense qu'on a pu faire croître des entreprises de plus en plus vite à chaque nouvelle société qu'on lance, c'est parce que la reconnaissance de modèle devient l'un de vos plus grands atouts. Alors, certains appellera ça de la sagesse, ou peu importe comment on l'appelle, mais fondamentalement, c'est juste que j'ai eu un très bon directeur commercial. Il ressemblait à ça. Vous ressemblez à cette personne. Par conséquent, vous avez une plus grande probabilité de réussir dans ce rôle. Mais pour savoir quel directeur commercial était bon, j'ai dû en embaucher 5 différents et perdre 6 mois ou 1 an sur chacun d'eux avant de finalement trouver quelqu'un de bon. C'est donc ça, si on regarde chaque rôle dans l'entreprise, et encore une fois, ça part de la base. Donc un agent de support, un commercial de terrain, un monteur vidéo, peu importe. Soudain, ça marche et l'entreprise décolle. On réalise alors qu'il faut recruter ses premiers managers. Il faut définir ce qu'est un bon directeur commercial ou responsable média. Ensuite, ça progresse, j'atteins maintenant mon niveau de direction. Et donc à chaque niveau, on place ces personnes jusqu'à ce qu'on sache enfin à quoi ça ressemble quand tout tourne rond. Et ce qui se passe quand on commence vraiment à bâtir des entreprises, c'est qu'on ne bâtit pas l'entreprise. C'est plutôt comme assembler les gens qui, eux, vont bâtir l'entreprise. Ce qui nous amène naturellement au troisième de nos petits piliers sur comment éliminer le risque de l'homme clé. Et je vais vous donner un petit conseil de plus. Quand vous passez tous ces entretiens, si vous n'apprenez rien de la personne, surtout pour un poste de direction, c'est une perte de temps. Si vous n'apprenez rien d'eux, cela signifie que vous devrez tout leur apprendre. Ce qui veut dire que, enfin, votre vie empirera avant de s'améliorer, ce qui est parfois nécessaire. Mais à un poste de direction ou plus, c'est cette personne qui devrait vous apprendre des choses. Il ne sert donc à rien d'essayer d'aller les former. Il devrait me dire, voici ce qu'on doit faire pour notre fonction financière. Et vous dites, génial, j'adore ça pour nous. Allez-y, faites-le. Pas vrai? D'accord, j'en viens au troisième point, qui est de se retirer du marketing. Le marketing est un terme large, mais fondamentalement, c'est l'acquisition, n'est-ce pas? Si l'entreprise dépend de vous pour trouver des clients, ce qui est fréquent dans les boîtes gérées par leurs fondateurs, vous êtes le pilier, le promoteur, celui qui apporte les contrats. C'est l'un des plus gros facteurs de risque, car c'est pour ça que vous ne pouvez pas partir. Quand vous partez, le CA chute. C'est effrayant car tout dépend de vous. Et le plus dur, c'est que c'est gratifiant à court terme que tout le monde dépende de vous. Pas vrai? Ça flatte l'ego, on se sent important, parce qu'on se dit « Je suis irremplaçable, je suis une perle rare, je suis un être humain unique avec des compétences uniques et donc je suis important ». Mais l'idée, c'est que en fait, pour bâtir une entreprise d'envergure, vous devez devenir moins important. Si vous voulez aider plus de gens, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Et pour moi, j'ai eu plein d'entreprises basées sur mon image, mais si c'est votre visage qui attire les clients, vous êtes l'homme clé. Voici donc une méthode simple en 3 étapes pour s'en sortir. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais fondamentalement, c'est ce que nous faisons. Il y a 7 façons d'installer des systèmes dans l'entreprise pour gérer les médias et le marketing à votre place sans avoir de publicité face caméra du fondateur. D'accord, je vais vous en donner quelques-unes. L'une d'elles est que vous avez probablement un endroit où vos clients se rassemblent, n'est-ce pas? C'est peut-être une communauté en ligne, comme une école ou autre. Dans ces communautés, vous devriez avoir un processus hebdomadaire où vous capturez les compliments des gens, puis toutes ces captures deviennent des publicités diffusées chaque semaine. L'étape suivante consiste à inciter les clients à laisser des témoignages. Vous pourriez proposer des bonus débloquables, des crédits, des niveaux de service ou des essais gratuits, ce qui est d'ailleurs un coût double. Vous offrez un essai d'un niveau supérieur en échange d'un témoignage. Ça permet de fidéliser les clients qui adorent vos produits et de booster votre marketing. Bingo. Bingo. La suivante est ce que j'appelle les pubs de cycle de vie, qui utilisent des fonctions déjà existantes dans l'entreprise, comme l'enregistrement des appels de vente, d'intégration des nouveaux clients, les points de livraison, et peut-être même un témoignage s'ils sont satisfaits. Super. Le truc, c'est que tout ça existe déjà au sein de votre entreprise. Alors quand vous avez un témoignage et que quelqu'un dit que ces gars sont géniaux, vous dites juste « cool, on va regarder dans notre CRM, dans notre planning et extraire les enregistrements de l'appel de vente à l'intégration, jusqu'à chaque point de contact. » Et qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez condenser ça en une chronologie qui devient aussi une autre publicité. Plutôt sympa.
Parce que, au lieu de dire j'étais là et maintenant j'en suis là, montrez-leur ça. Montrez-les vraiment effrayés, incertains, hésitants avant de s'inscrire, puis soudainement obtenant ce résultat incroyable, la chose suivante que vous faites déjà probablement, c'est d'avoir des moments clés de livrables clients. Qu'il s'agisse d'une inauguration de leur nouvelle cuisine, ou qu'ils montent sur la balance s'ils perdent du poids, ou, avec les entreprises, du chiffre d'affaires ou des bilans mensuels ou autres, il y a toujours des moments chargés d'émotions. C'est ça, c'est émotif comme dans émotionnel. On veut donc instaurer un processus où on incite la personne à documenter ce moment précis pour créer plus de support pour nous. J'espère que vous saisissez l'idée. Un autre processus que vous pouvez instaurer, c'est que votre support client, si vous en avez un, vous pouvez payer un agent 5 $ pour chaque personne qui l'obtient, comme un mini témoignage sous forme de chat de la part d'eux. Bon, vous résolvez un truc. Ils sont géniaux. J'adore. Super. Je le recommande vivement. Super. Faites une capture, d'accord? Et je vous donnerai 5 $ pour chacun d'entre eux. En voici un autre. Vous avez tous des avis Google, des avis Yelp, des avis TrustAdvisor, des avis Amazon. Ça dépend d'où se situe votre produit. Vous avez sûrement un endroit où les gens vous ont évalué et non? Et réfléchissez, c'est dingue. Vous en avez probablement des centaines, pas seulement un ou deux. Vous avez probablement des centaines, les commerces locaux ont quelques centaines d'avis. Ce n'est pas rare d'en avoir autant. Ce qui est dingue, c'est que ces avis sont rarement transformés en marketing. Pourquoi? Maintenant, en voici un encore plus fou. Vous pouvez prendre les avis une étoile hilarant et vous inspirer du marketing de Liquid Death en disant simplement « Et, si vous êtes comme ces gens, vous n'aimerez pas nos produits. » Et si ça écarte clairement le mauvais type de personne, ça attirera le bon type. Et c'est aussi un marketing hilarant. Donc, je pense que je viens de vous donner 6 ou 7 processus différents à installer dans une entreprise pour que les publicités et le marketing viennent à vous. Si vous voulez aller plus loin, vous pourriez créer un programme d'affiliation. Vous pourriez utiliser TikTok Shop pour vendre des gadgets, puis mettez ces publicités sur liste blanche pour votre stratégie marketing. Ce sont toutes des choses qui permettent d'effacer votre visage de votre marketing. Alors, il faut maintenant tester la résistance de tout ça. Et donc, si on prend du recul, on a rassemblé notre grande liste. On a mis des codes rouges, jaunes, verts. On a ensuite créé un arbre de décision. On a défini un cadre sur les montants financiers pour lesquels ils peuvent décider. On a notre tableau de bord. On les teste pour vérifier leurs indicateurs clés de performance. C'est la première étape. L'étape suivante qu'on a faite, c'est qu'on doit augmenter le nombre de personnes pour tous ces points rouges. On doit donc passer plus d'entretiens. Il faut chercher des gens aux compétences plus élevées. Acceptons d'apprendre d'eux, car c'est l'apprentissage le moins cher que vous puissiez faire. Laisser des experts vous enseigner le rôle permet de progresser tout en trouvant de grands talents. Demandez-leur comment leur travail rapporte à l'entreprise. Et enfin, prenez vraiment vos 90 jours de congé. Et quelque chose va casser. Continuez ainsi jusqu'à ce que tout soit stable. Une fois fait, votre entreprise tournera enfin sans vous.